Un rêve d'enfant, participer à la route du Rhum. Christopher Pratt est de retour de Pointe-à-Pitre où il a accosté il y a environ 3 semaines après une course de plusieurs milliers de milles dans l'océan Atlantique. Retour aujourd'hui sur cette folle aventure en présence du navigateur marseillais. Christopher, merci d'être avec nous. Merci. On sait votre agenda rempli, surtout aussi peu de temps après la fin de cette route du Rhum. Justement, une formidable aventure qui a duré 16 jours, un peu plus de 16 jours pour vous. Comment on se sent après quand on rejoint la terre ferme ? C'est beaucoup de choses différentes, mais la première sensation, c'est qu'on est très content de retrouver ses proches, ma femme, ma fille notamment, qui étaient à l'arrivée. Et puis après, on a du mal à dormir, pas forcément du mal à dormir la nuit, mais par exemple, j'ai eu les 3-4 premiers jours, je me réveillais à 4h du matin parce que j'avais très mal au dos. En fait, on perd l'habitude de dormir allongé, donc ça crée ces douleurs-là, mais on retrouve très vite finalement le rythme du quotidien. Vous disiez du mal à dormir, j'étais surpris parce que justement les 6 derniers jours de la course, vous n'avez pas beaucoup dormi en raison d'une panne électronique. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. En fait, c'est pas une panne électronique, c'est une panne de moteur. Alors ça peut paraître paradoxal sur nos bateaux à voile, mais le moteur nous permet de recharger nos batteries, pas d'avancer, mais de recharger nos batteries. Et du coup, j'ai eu une panne complète de moteur, c'est-à-dire plus d'énergie du tout à bord. Et donc, pas de pilote automatique, pas de feu de navigation, pas d'ordinateur, pas de GPS. Obligé de tenir la barre en continu. Voilà. Et donc surtout, le pire, c'est effectivement être obligé de tenir la barre en continu. Et donc j'ai fait les 6 derniers jours vissé à la barre. Donc c'est vrai que quand à 700 000 du but, on se retrouve sans énergie du tout, on se dit mais c'est pas possible, comment je vais faire ? Et puis finalement on s'accroche à la barre et puis on résiste tant bien que mal. Alors c'est sûr qu'il y a des moments où le bateau va pas droit, il y a des moments où on fait des tours sur nous-mêmes, où on s'endort, mais voilà, ça finit par arriver. Alors 700 000, on fait la conversion, c'est un peu plus de 1400 km, voilà, un peu moins peut-être. Un peu moins, oui, 1300 km, quelque chose comme ça. Et donc ça c'était pour la fin de course. En revanche, le début de course, lui, c'était très bien passé. Rappelons que c'était votre première participation et vous faisiez jeu égal avec les meilleurs de votre catégorie. Voilà, donc la catégorie c'est les 60 pieds IMOCA, donc c'est les bateaux qui font le Vendée Globe, donc le tour du monde en solitaire et sans escale. Il y a quelques instants. Voilà, donc on voit les bateaux derrière sur l'écran. Donc c'est les bateaux de 18 mètres et c'est effectivement une catégorie où les plus grands sont là, donc Michel Desjoyaux, Roland Jourdain, Armel Lecléache ou Vincent Rioux. Et donc c'était pour moi un gros défi de rivaliser face à eux qui ont déjà 10 ou 20 ans de plus que moi et surtout des titres à l'appel. Et donc l'enjeu c'était d'arriver à être à la hauteur de ce défi-là. Et c'est vrai que la première semaine de course a été hyper positive à ce niveau-là puisque j'étais vraiment dans le match, toujours entre la 3e et la 5e place, 6e place même. Et le mental là-dedans ? Il est fondamental, j'écoutais ce que disait Christophe, c'est vrai que on a vraiment des aventures qui en fait sont assez similaires. C'est un sport en solitaire mais qui est en fait un sport d'équipe puisqu'on a 6-7 personnes qui gravitent au niveau technique, au niveau du bateau, sans parler de tout ce qui va autour au niveau de la communication. Et puis effectivement quand on est tout seul en mer, c'est énormément le mental qui fait la différence. On n'a pas un sport qui est physiquement demande des capacités hors normes, mais par contre on se retrouve dans des situations où on se demande ce qu'on fait là parce que la mer est démontée, parce que c'est la tempête, parce qu'on a changé de voile 14 fois dans la journée et que le vent est sans cesse en train de changer. Et donc ça se fait énormément au mental et c'est vrai que la compétition aide beaucoup parce que le fait d'être dans le jeu, dans le match avec les concurrents fait qu'on se dépasse et ça se joue beaucoup dans la tête. Alors vous parliez des 10-12 ans d'expérience de certains navigateurs qui étaient sur cette route du Rhum. Vous, c'est 2 ans, un peu plus de 2 ans sur ce bateau-là. Ouais. Alors rappelons que vous avez été lauréat fin 2008 du prix Les Filières du Talent DCNS et qui vous a mis donc un bateau entre les mains avec un parrain et pas des moindres, à savoir donc Marc Tiercelin. Voilà, c'est ça. Donc l'idée du projet des Filières du Talent était de parrainer un jeune. Donc il y a eu une sélection qui a duré toute l'année 2008. On était 40 candidats. Donc au fil de toutes ces sélections, c'est moi qui suis sorti vainqueur des sélections à la fois sportives, mais aussi, on va dire, plus axées sur la communication. Et donc l'idée c'était d'amener un jeune skipper à la route du Rhum, avec effectivement un parrain de poids qui est Marc Tiercelin.
Et donc une fois que j'ai intégré l'équipe de Marc, ce qui était très difficile, c'était ce passage pour moi des petits bateaux que j'avais l'habitude sur lesquels j'avais l'habitude de naviguer ce qu'on appelle un peu les Formule 1 des mers, même si je n'ai pas trop l'expression, que sont les 60 pieds. C'est vraiment un peu le passage du kart à la Formule 1 avec la découverte d'un monde technologique qui était vraiment difficile à appréhender pour moi. C'était pas forcément ma tasse de thé. Donc il y avait beaucoup de travail qui a été fait en 2009 à ce niveau-là. Puis 2010, ça s'est vraiment axé sur la navigation en solitaire sur ces bateaux-là. C'est des bateaux de 18 mètres qui sont très puissants, qui sont très physiques. 27-28 nœuds par certains moments. Voilà, certains moments, on est entre 20 et 30 nœuds, c'est-à-dire 60 km/h. Alors sur terre, ça paraît lent, mais sur l'eau, ça fait très très vite. On a les bateaux qui enfournent sous les vagues, on est sans cesse dans l'humidité. Et donc tout ça, il faut l'appréhender, il faut le gérer, il faut gérer le matériel, il faut aussi gérer le bonhomme. Les voiles, pour vous donner un ordre d'idée, on est sans cesse en train de les déplacer à l'intérieur du bateau pour équilibrer les poids. Et une voile pèse entre 30 et 80 kg. Une manœuvre, en général, c'est entre 20 et 1 heure, entre 20 minutes et 1 heure d'effort permanent pour hisser un spi, changer de bord, etc. Donc il y a tout ça à appréhender. Extrêmement physique. Extrêmement physique, mais physique pas dans le sens il faut être bodybuildé, physique dans le sens où il faut de l'engagement, et ça me fait penser un peu ce qu'a dit Christophe, de l'engagement, de l'endurance, et puis on est sans cesse en train de remettre du charbon, et donc mentalement c'est pas facile. Alors aujourd'hui l'aventure avec DCNS est terminée. L'objectif c'est bien sûr de voler de vos propres ailes, selon votre expression. Ça veut dire quoi concrètement? Trouver des partenaires, trouver un bateau bien sûr? C'est ça, je vois les images de l'arrivée, donc c'est ce que disait Christophe. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que pendant toute la course on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est dur, c'est infernal, et puis l'arrivée arrive, magique, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc justement y retourner, c'est trouver de nouveaux partenaires pour refaire cette route du Rhum en 2014, notamment si on parle à long terme, pour faire un Vendée Globe en 2016, donc le tour du monde en solitaire et sans escale sur ces bateaux-là toujours. Et l'objectif c'est de rester un petit peu dans la région, parce qu'on pense à Franck Hamas qui a émigré vers la Bretagne. Alors malheureusement, dans le sud et particulièrement à Marseille, on a des grands talents comme Franck Hamas par exemple, et voilà, en devenir. Et de l'YCPR, exactement, du Yachting Club de la Pointe Rouge, tous les deux d'ailleurs. Et par contre, on a du mal à convaincre des entreprises, que ce soit des PME ou des plus grandes entreprises, à nous suivre. C'est souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, les budgets, ça dépend des projets, mais effectivement, c'est 200 000 à 5-6 millions d'euros pour faire des tours du monde. Et on a du mal à convaincre les entreprises locales ou même, on va dire, de la région à plus grande échelle à investir dans ce sport-là. On n'est pas, paradoxalement, à Marseille, très tourné vers la mer. Et moi, j'aimerais vraiment ancrer mes projets ici. J'ai énormément navigué en Bretagne. C'est vrai qu'il y a une grosse effervescence en Bretagne, un gros engouement autour de la voile, et je trouve ça dommage qu'à Marseille, avec la ville qu'on a qui est quand même magnifique, et un port qui est merveilleux, une rade qui est fantastique, on n'arrive pas à avoir de beaux bateaux, de beaux projets et de grands sportifs et coureurs au large à Marseille. Donc c'est un peu ma volonté. Marc Emig aussi a cette volonté-là. On n'est pas l'un contre l'autre, au contraire, on essaye de faire monter tout ça pour qu'on ait de beaux projets, de beaux bateaux dans la rade de Marseille. Et on espère que ces projets seront concrétisés ici dans la région, et que votre passage à Soyons Sport vous aidera dans cette tâche. Merci Christopher Pratt d'avoir été sur le plateau de Soyons Sport. Merci. Tout de suite, on passe à l'agenda.